Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale consacré à la notion de vivant. La fois précédente, nous avons développé l'idée d'autoproduction du vivant avec Kant et nous avons établi ainsi que l'être vivant n'était pas réductible à du simple mécanisme, à des processus physico-chimiques, car l'être vivant est capable de régénération et de reproduction. D'une part, un être vivant est capable de donner la vie, ce qu'une machine ne peut pas faire par elle-même. D'autre part, notre organisme, et l'organisme animal ou végétal de manière générale, possède une capacité de régénération qui lui confère une autonomie inexistante dans tout mécanisme qui résulte de l'artifice humain et d'interventions extérieures, ultérieures pour être toujours fonctionnel. On avait fait évoluer notre réflexion sur le vivant, en creusant davantage cette spécificité et cette autonomie qui lui est propre, sur le plan de la singularité des besoins qui animent tout être vivant, en invoquant la notion de milieu. En effet, un être vivant est un être qui, contrairement aux choses inertes dépourvues de vie, est dans l'interaction. Pour survivre et se développer, il doit nécessairement interagir avec l'ensemble des éléments constitutifs de son environnement que l'on nommera son milieu. Qu'est-ce qui différencie un être vivant d'un autre ? Eh bien, si l'on se fie à une première méthode de connaissance qui consisterait à observer le vivant en interaction avec son milieu, il s'agira de la façon dont celui-ci recourt à sa faculté dite téléonomique, que développe Jacques Monod dans son ouvrage Le hasard et la nécessité au chapitre 1, il nous dit la chose suivante, je cite, « Tout artefact est un produit de l'activité d'un être vivant qui exprime ainsi, et de façon particulièrement évidente, l'une des propriétés fondamentales qui caractérisent tous les êtres vivants sans exception, celle d'être des objets doués d'un projet, qu'à la fois ils représentent dans leur structure et accomplissent par leur performance, telles que par exemple la création d'artefacts. Plutôt que de refuser cette notion, ainsi que certains biologistes ont tenté de le faire, il est au contraire indispensable de la reconnaître comme essentielle à la définition même des êtres vivants. Nous dirons que ceux-ci se distinguent de toutes les autres structures, de tous les systèmes présents dans l'univers, par cette propriété que nous appellerons la téléonomie. Fin de citation. Ce que Jacques Monod est en train de faire ici, c'est de remettre en avant la forme spécifique que possède tout être vivant, ainsi que le but qu'il accomplit naturellement à partir de cette forme, ce qui n'est pas sans rappeler les réflexions d'Aristote à ce propos que nous avons déjà abordées de façon très complète il y a peu de temps. D'après Monod, ce qu'il y a de commun à tous les êtres vivants, et ce qui fait sa spécificité au sein même de l'univers et qui le rend incomparable à toute autre chose, c'est sa faculté téléonomique, faculté qui, étymologiquement, pourrait nous amener à penser qu'il s'agit d'une faculté à se donner ses propres buts, ses propres fins. Mais ici, cela va plus loin puisque Jacques Monod, et en ce sens sa réflexion est plus moderne que celle d'Aristote sur le sujet forcément, relie directement la structure du vivant et sa faculté à produire des artefacts. La faculté téléonomique dont parle Monod ici, c'est la capacité à produire des artefacts en lien avec sa propre structure. Par exemple, l'abeille, encore elle, est capable d'avoir comme projet la ruche et d'avoir une constitution qui lui permet d'accomplir ce projet. On pourrait aussi prendre l'exemple de la fameuse toile d'araignée et de l'araignée. La forme de la toile d'araignée est en rapport avec la constitution biologique de l'araignée et ce qu'elle peut produire avec son organe qui lui sert à tisser. Il y a donc bien une nécessité à l'œuvre en ce qui concerne le vivant qui est de l'ordre de la prolongation entre structure et production. Production que l'on peut observer au sein même du milieu de l'être vivant en question. Il est donc possible, tout comme on l'avait vu avec Aristote, mais en plus général, d'affirmer que tout être vivant poursuit un but en lien avec ses aptitudes.
Néanmoins, une telle conception a nécessairement des conséquences sur le rapport au monde que possède tout être vivant. Puisque tout être vivant est doté d'un projet spécifique, faut-il en déduire que c'est de façon plus profonde un certain rapport au monde et une certaine sélection au sein de ce dernier qui le caractérise. Puisque les êtres vivants possèdent une capacité d'autoproduction mais aussi de production en rapport avec leur constitution au sein d'un milieu, comment établir une connaissance réellement satisfaisante du vivant au plan biologique et épistémologique? Est-ce que le fait de considérer, par exemple, un animal dans sa constitution via une méthode de dissection, est-ce que ça, c'est une méthode, à proprement parler, satisfaisante? Est-ce que ça serait le fait de doter les animaux à leur milieu naturel pour pouvoir les étudier en captivité? Faut-il mieux l'étudier dans son milieu naturel, à l'inverse? Il semblerait qu'il soit difficile d'étudier le vivant de manière intégrale et satisfaisante à cause du lien indéfectible et synthétique entre ces trois aspects, la constitution de l'être vivant, le but qu'il se donne en rapport avec cette constitution, et la manière dont celui-ci agit et se comporte au sein même de son milieu. Ce sont ces trois aspects que le philosophe Canguilhem, que l'on va étudier dans cette vidéo, considère dans son ouvrage La connaissance de la vie. Canguilhem, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un philosophe français du XXe siècle qui est une pointure en particulier sur la notion de vivant et qui est célèbre pour avoir été le maître de Michel Foucault. Il est assez peu connu du grand public, il me semble, mais il a eu une certaine influence dans les milieux universitaires et sur la pensée postmoderne en France. Bref, je vais m'appuyer principalement sur l'introduction de son ouvrage La connaissance de la vie, dans lequel Canguilhem définit de manière claire et intéressante le vivant, ainsi que les difficultés épistémologiques liées à sa connaissance. Canguilhem nous dit, je cite, « Les formes vivantes, étant des totalités dont le sens réside dans leur tendance à se réaliser comme telles au cours de leur confrontation avec leur milieu, elles peuvent être saisies dans une vision, jamais dans une division, car diviser, c'est, à la limite, et selon l'étymologie, faire le vide. Et une forme n'étant que comme un tout, ne saurait être vidée de rien. » Fin de citation. On va commencer déjà par ça parce que rien qu'avec celle-là, on a déjà l'essentiel de la thèse de Canguilhem. En fait, Canguilhem critique la valorisation excessive d'un mode de connaissance du vivant qui s'en tiendrait à la division, à un processus de connaissance purement analytique. Plus loin, il dit que ce n'est pas un mode de connaissance dont il faut se priver, mais que ce qu'il manque à ce type de connaissance, c'est la conscience du sens qui accompagne l'étude des différentes fonctions organiques propres au vivant lorsqu'il interagit avec son milieu. Par exemple, si j'opère le corps d'un animal, si je l'examine de l'intérieur, je peux obtenir davantage d'informations sur le fonctionnement de son corps, analyser consistant à séparer un élément complexe en différents éléments composant ce même élément pour pouvoir mieux le considérer en totalité, éviter l'analyse superficielle. Je peux, par exemple, nous dit Canguilhem, en apprendre plus sur l'action de tel ou tel sel minéral sur la croissance d'un organisme, sur un éventuel bilan énergétique de cet aliment sur l'animal, la synthèse chimique de telle ou telle hormone dans son organisme, ou encore sur l'influx nerveux ou le conditionnement des réflexes, etc. Mais tout ceci ne nous renseigne pas sur le sens du choix qu'à l'état libre, l'animal opère dans son milieu pour sélectionner ce qui a de la valeur pour lui. En effet, d'après Canguilhem, et c'est une thèse qu'il développera longuement dans son ouvrage Le normal et le pathologique, un être vivant est porteur dans son interaction avec son milieu de valeurs et de sens qui lui sont propres et qui ne peuvent être généralisés à l'ensemble des espèces vivantes. Ce qui fait sens pour un être vivant fait sens par rapport à des préférences qui lui sont singulières et qu'un mode de connaissance de la vie dit analytique ne peut parvenir à élucider réellement. Tout être vivant
est porteur d'un mouvement autonome, certes, mais ce mouvement possède une certaine orientation qui nous échappe au moins partiellement. Tout être vivant est donc porteur d'un sens qu'il donne aux objets et d'une valeur qui lui est donnée en conséquent, qui va alors constituer sa propre norme. L'exemple que donne ici Canguilhem est celui des choix nutritionnels liés à l'alimentation et qui illustre bien son idée. Par exemple, le fait qu'un animal préfère se nourrir d'un aliment qui lui apporterait la même valeur énergétique qu'un autre relève d'une préférence que l'on ne peut expliquer de manière scientifique et analytique. Je peux comparer le nombre de kilojoules dans une banane, ça ne va avec un autre aliment que le singe pourrait potentiellement ingérer, ça va pas me renseigner sur le pourquoi du comment le singe en vient à préférer manger la banane. Le singe pourrait facilement trouver d'autres aliments ayant la même quantité énergétique que la banane, et pourtant il privilégiera tout de même la banane. Ce que nous dit Canguilhem, par là, c'est que décomposer le vivant est le plus sûr moyen de manquer le choix porteur de valeurs spécifiques qui constitue la norme propre à un être vivant. Soit j'opère une vivisection ou une dissection. Vous voyez, ça c'est des processus que l'on peut clairement qualifier de division, mais cela ne me renseigne que sur les mécanismes internes de l'organisme au mieux. Soit je capture l'animal et je l'étudie en captivité, en reproduisant de manière artificielle son milieu. C'est le cas quand les animaux sont au zoo notamment. Mais là encore, j'opère une division, car c'est dans son milieu naturel, dans lequel l'animal est amené originellement, à effectuer une sélection que l'on peut essayer de saisir l'animal de manière naïve, dans sa spécificité, et donc dans une vision d'ensemble, pas par division. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que veut dire Canguilhem, c'est que si vous enlevez l'animal de son milieu naturel, vous êtes déjà dans la division. Vous avez ôté à l'animal une partie de lui-même. Et donc, vous allez rater ce qui va constituer le sens de ses préférences particulières. Diviser revenant à séparer, et le vivant ne pouvant être étudié que dans une vision d'ensemble donc, qui inclut le milieu naturel de l'animal, et qui tient par conséquent l'idée du vivant, selon l'expression de Canguilhem. Son expression, c'est qu'il faut justement saisir l'idée du vivant à partir d'une vision de celui-ci, ce qu'une division ne permet pas de faire. On peut donc dire que c'est la manière dont évolue un être vivant au sein de son propre milieu naturel qui nous permettrait le mieux de le comprendre. C'est en cela que Canguilhem parle de totalité, quand il parle d'être vivant dans le texte. L'être vivant est une totalité dans la mesure où il n'est pas qu'un individu appartenant à une espèce, que l'on peut étudier de manière isolée et coupée du reste de ce qui compose son mode naturel d'existence. Canguilhem donne ainsi l'exemple des hérissons. Je vous donne cet exemple parce que je le trouve mignon et puis je trouve qu'il est assez parlant aussi. Il donne l'exemple des hérissons qui ne traversent jamais les routes. Oui, en effet, d'après Canguilhem, un hérisson ne traverse jamais la route, il faut le savoir, car ce ne sont pas pour eux des routes. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est pas des routes pour les hérissons, c'est des choses étrangères à leur milieu qui viennent traverser leur milieu à eux, et qui possèdent déjà son propre sens pour lui, où il déploie son instinct. Ce qui a un sens pour nous possède un sens dans notre mode de vie relatif à notre culture, tout comme l'animal possède son propre repère de sens lié à son milieu. Donc ça, c'est aussi un exemple pour illustrer l'idée que reproduire de manière artificielle la vie, entre guillemets le milieu naturel, entre guillemets justement de l'animal, c'est pas ça justement, saisir l'animal dans une vision, parce que si on fait ça, on met autour de lui des choses qui n'ont pas vraiment de sens, même si ça peut s'en rapprocher. Le sens que l'animal va projeter sur ce qui l'entoure est lié, d'après Canguilhem, de manière indéfectible à son milieu d'origine, et au fait qu'il y vive réellement. En étudiant le vivant de façon synthétique, dans une vision
plutôt que de manière analytique dans une division, on peut ainsi établir une idée adéquate du vivant selon laquelle la raison des choix spécifiques d'un être vivant au sein de son milieu restera toujours d'une certaine façon une source d'étonnement et de mystère. On peut donc se demander si les raisons qui poussent un être vivant à opérer une sélection dans son milieu sont des raisons réellement mystérieuses que l'on pourrait considérer parfois comme étant ni plus ni moins que le fruit du hasard, ou si celles-ci sont liées à un mécanisme d'adaptation en vue de la survie dont on ne pourrait rendre compte que via une étude prolongée de la manière dont évoluent les espèces à travers le temps. Peut-on dissiper le mystère relatif à la conservation des êtres vivants au sein d'une dynamique évolutive des espèces sur une très longue période ? C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois en se penchant sur une très célèbre théorie qui a fait date dans l'histoire de l'humanité. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt.